on ouvre les news de ce soir avec du cyclisme. Reggie Miller va intégrer la fédération américaine. Reggie Miller, l'ancienne vedette des Indiana Pacers, fait partie des 4 nouveaux membres avec Lucia Deng, Ed Ewing et Brendan Kirk du conseil d'administration des USA Cycling, a annoncé mardi la fédération américaine selon Cycling News. Peut-être on s'attendait à voir Reggie Miller intégrer le staff de la Fédération américaine de basketball. Mais non, ce sera la Fédération de cyclisme avec ce nouveau venu-là. Lui qui a passé presque toute sa vie sportive au niveau du basketball, notamment chez les Indiana Pacers. Je dirais, il faut savoir que c'était l'un des meilleurs tireurs à 3 points, Reggie Miller. Aujourd'hui, il est dans la Fédération de cyclisme. On n'oublie pas aussi qu'après le basketball, il s'est adonné au VTT, d'où cette nomination dans cette fédération. Donc, non seulement avec son image et surtout son expertise au niveau du VTT, il va pouvoir porter quelque chose d'énorme à cette discipline qui, à mon sens, je dirais même le cyclisme au niveau des États-Unis, c'est pas aussi développé que dans certains pays en Europe. Donc, peut-être lui, non seulement il a une image, et puis derrière, ça peut attirer pas mal de sponsors à venir s'intéresser à cette discipline aux États-Unis. Oui, il faut dire simplement qu'il intègre l'USA Cycling, qui est l'instance qui gouverne le cyclisme aux États-Unis. C'est une association à but non lucratif qui est basée à Colorado Springs. Elle a été fondée en 1920 et est membre de l'Union cycliste internationale et de la Confédération panaméricaine du cyclisme. Et pour le calendrier 2020, cette union avait programmé 6 événements qui sont, je dirais, coutumiers. Le Phoenix AZ, la 28e course de la Vallée du Soleil, visite des hautes terres du Sud, le classique San Dimas, la course sur route de Boulder-Roubaix, et le critère crépusculaire de Littleton. Comme l'a si bien dit Henri Joël, on sait que le cyclisme pratiqué sur les terres américaines n'est pas très développé, mais on a connu des grands champions de cyclisme, notamment du côté du Tour de France, même si le grand Armstrong, il y a eu le gros scandale lié au dopage, mais les États-Unis ont toujours eu quand même des équipes très fortes lors des compétitions internationales. Et voir aujourd'hui Reggie Miller, ancien basketteur, intégrer cette association, c'est tout bonnement, je dirais, avec une grande joie qu'on voit le garçon rebondir dans un domaine qu'il adore, et qu'il adore tout simplement. Eh bien, on lui souhaite bonne chance, en tout cas. Allez, du tennis pour poursuivre. Sofia Kenin, élue joueuse de l'année. Sofia Kenin, numéro 4 mondial, a été élue joueuse de l'année pour le circuit WTA. Honorée par un jury composé de médias internationaux, l'Américaine de 22 ans a véritablement explosé aux yeux du grand public en remportant début d'année son premier tournoi du Grand Chelem à Melbourne. Début mars, la native de Moscou a glané son second titre de l'année à l'Open 6e Sens de Lyon. Elle s'est également hissée jusqu'en finale à Roland-Garros, battue en 2-7 par Iga Swiatek. Il faut dire simplement que la native de Moscou a eu une progression fulgurante cette saison du côté de la WTA. Elle était une parfaite inconnue. À 22 ans, elle est arrivée, elle a remporté cet Open d'Australie sur la terre dure, comme on le dit au niveau du tennis. Et c'était une grosse surprise, on ne l'attendait pas, disons, à ce niveau. Elle a balayé Garbine Muguruza, l'Espagnol, en 3-7, 4-6, 6-2 et 6-2. Elle s'est retrouvée en finale de Roland-Garros. On s'est dit qu'elle allait enchaîner, celle qui détient 5 titres depuis qu'elle a intégré la WTA. Elle a perdu face à Iga Swiatek, la numéro 17 mondiale. Voilà, mais cependant, la progression de Kenin en tout cas, a impressionné tout le monde parce qu'elle est passée de la 14e place mondiale à la 4e place mondiale. C'est une athlète à suivre dans les années à venir. Alors, aujourd'hui, au niveau du tennis féminin, on a pas mal de grands noms qui n'arrivent plus à percer, notamment à gagner des titres, notamment Serena Williams, les sœurs Williams, sans oublier Sharapova qui a été quelques années en arrière, j'ai dirais, freiné par cette affaire de dopage. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération, notamment avec Naomi Osaka, avec Swiatek, avec Sara Kenin et autres, Joanna Konta, l'américaine. Donc voilà, moi, je dirais, c'est vrai, cette saison, au niveau du tennis, il y a eu cette crise sanitaire, d'où certaines compétitions ont été annulées. Mais quand même, celles qui ont existé, Sofia Kenin a été présente. Notamment, j'ai vu cette finale au niveau de Roland-Garros face à Swiatek, où vraiment, elle s'est battue, mais au final, c'est Swiatek qui a gagné. Mais avant ça, elle avait remporté Sudu, l'Open d'Australie. Donc voilà, c'est un titre qui est amplement mérité pour la Russe. C'est un renouvellement générationnel, tout ça. Effectivement.
effectivement. Sophia Kenin, peut-être le nouveau visage du tennis féminin. Là, sur le classement, c'est Ashley Barty qui est en tête. Deuxième, Simona Halep. Et puis, Naomi Osaka est troisième. Elle est quatrième. Entre les deux, il y a 60 points seulement. Classement mondial. Oui, classement mondial féminin. C'est-à-dire que si elle gagne la prochaine compétition, bien c'est un bon tournoi prochainement, elle va certainement monter sur la troisième place. Elle a fait une superbe saison, vainqueur de l'Open d'Australie, finaliste de Roland Garros, et puis elle a été troisième à l'US Open. Oui, c'est peut-être le futur nom du tennis mondial féminin. Elle est à suivre de près, américaine née à Moscou, 22 ans simplement. Elle est radieuse avec un charme magnifique, et puis elle joue bien au tennis. Bon, est-ce que c'est elle qui va reprendre le flambeau des grands championnes? Mais en tout cas, la saison qui vient va être décisive parce que là, elle a marqué un grand coup cette année. Elle pourrait, dans les années à venir, dans les mois à venir, faire partie du trio magique en ce qui concerne le tennis féminin. Alors, je voudrais dire que ce n'est pas gagné d'avance parce que les noms qu'ils sont en train de citer là, ce sont ces personnes qui ont accepté de compétir aux différents tournois parce qu'il y a des grandes stars, notamment les sœurs Williams, qui ont carrément refusé de compétir à cause de la situation sanitaire. Chez les hommes, il y a eu Rafael Nadal, Federer qui était lui blessé, qui ont refusé de compétir aux différents tournois. Donc, ce n'est pas encore gagné d'avance pour ces jeunes tenniswomen, mais il faudrait les féliciter bien évidemment pour leurs différentes victoires aux différents tournois. Non, mais au niveau, comme Yolo le dit, au niveau de ces différents tournois, c'est vrai, elles n'ont pas, surtout certains grands noms n'ont pas accepté de participer, mais il y a eu quand même des tournois auxquels ils ont pris part. Allez, on poursuit avec une nouvelle opération pour Marquez. L'octuple champion du monde espagnol de MotoGP, Marc Marquez, victime d'une fracture du bras droit en chutant lors de la première course de 2020, a subi une nouvelle opération en raison de la lente guérison osseuse, a annoncé son équipe. Le pilote a été opéré à l'hôpital Ruber International de Madrid lors d'une intervention qui a consisté à retirer la plaque précédente et à en poser une nouvelle. On dira que c'était le grand favori à l'entame de la saison en MotoGP, malheureusement, avec ce premier accident, parce que derrière, il a insisté pour participer à la troisième course, et là encore, ça a compliqué un peu la blessure, d'où son absence jusqu'à la fin de la saison. Et on a vu à son absence quand même des noms se révéler, notamment Joan Mir, Alex Rins qui a remporté le championnat, sans oublier le Français Fabio Quartararo, qui a été très intéressant cette saison. Malheureusement, pour lui aussi, il était bien parti pour remporter ce titre-là. Si jeune, même, il ne pourra pas. Donc voilà, c'est la troisième opération que va subir l'Espagnol. On n'oublie pas que son jeune frère est arrivé aussi en MotoGP, lui qui était en catégorie inférieure. Il est arrivé, Alex Marquez. Donc voilà, on espère qu'il pourra être présent la saison prochaine, mais on n'oublie pas aussi qu'il va rater la première partie, je dirais la première course, puisque ça va commencer en mars. Et vu l'indisponibilité suite à son opération, il va manquer quand même quelques premières courses au début de saison, mais on espère qu'il sera présent sur les courses à venir lors de la prochaine saison. Il faut simplement noter qu'il a eu une fracture à l'humérus droit et il était opéré à 3 reprises. Et cette opération a tout simplement occasionné une infection, raison pour laquelle il va repasser sur le billard, comme on le dit, pour subir une nouvelle opération. Il était rejoint au niveau de son écurie par son frère Alex, mais qui a été libéré par sa formation. Voilà, de Honda Repsol. En lieu et place, ils ont recruté Paul Espargaro, qui était transfuge de l'écurie KTM. Voilà, et il faut dire que le champion Marquez a vu cette arrivée d'un très mauvais œil parce qu'il estimait que son petit frère commençait à prendre ses marques dans l'écurie et qu'il commençait à mieux comprendre comment la moto fonctionnerait. Entendu qu'à la réalité, c'est que sur Marquez, ses problèmes sont ailleurs. Le premier, c'est que il va manquer une partie de la saison en 2021 en raison de sa fracture, qui d'ailleurs est la troisième opération pour une fracture qui ne guérit pas très très bien. Et le deuxième souci, c'est son jeune frère, Alex Marquez, qui est son coéquipier à Honda, qui vient d'être remplacé par Paul Espargaro. Et ça, Espargaro, il n'est pas du tout content et ça l'inquiète. Parce que d'abord voir les compétitions à venir sur un lit d'hôpital et ensuite voir son jeune frère être écarté. Son souci, c'est de voir Paul grappiller quelques points, être régulièrement parmi les 6 premiers et espérer le voir sur le podium pour maintenir Honda au niveau de la domination et puis peut-être revenir un peu plus tard, reprendre sa place de grand patron dans l'écurie Honda. Donc il a 2 gros soucis en ce moment. Petit problème de famille avec son jeune cadet qui a été écarté au profit de Paul et lui-même qui va regarder la compétition couché sur un lit d'hôpital. C'est un peu dommage.
Les grands champions n'aiment pas trop ça, mais enfin bref, les choses vont très très vite. On espère qu'il va revenir à la compétition, parce que lui, c'est celui qui titille un peu le Quartararo. Et on espère qu'il va revenir et ça va nous donner les belles courses de moto qu'on a eues avec tous ces différents champions. Bon, je vous rassure, il n'y a pas que les grands champions qui n'aiment pas ça. Nous-mêmes, les petits champions que nous sommes, eh ben, on ne serait pas très à l'aise dans cette situation. Voilà. Allez, on va parler du Vendée Globe maintenant. Et vous savez que vous pouvez suivre cette belle compétition en exclusivité sur la 3. Eh bien, le Vendée Globe, du mieux pour Thomas Ruyant. Thomas Ruyant a frôlé l'île Amsterdam, perdue dans l'océan Indien. Après une nuit bien tonique, le skipper actuellement 2e du classement estime avoir franchi le dernier phénomène costaud avant d'arriver dans le Pacifique. Il pointe désormais à 278 000 nautiques de l'Apivia de Charlie Dalin. Le skipper nordiste était à la vacation ce mercredi 9 décembre, Henri Jo. Alors, ce dernier phénomène costaud, c'était la tempête que les skippers devraient affronter dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et les deux premiers ont réussi à le faire, Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Il faut rappeler que hier, il y avait plus de 100 000 nautiques entre les deux skippers. Et puis aujourd'hui, avec cette traversée de la tempête, ça a été plus profitable pour le leader au classement, puisque désormais, le deuxième, Thomas Ruyant, est à 278 000 nautiques. Quand même, il a mis, je dirais, un écart conséquent par rapport à son poursuivant direct. Et voilà, il est bien parti, Charlie Dalin. Mais derrière aussi, on n'oublie pas que Thomas Ruyant, il fait une très bonne course. Pour ceux qui ne le savent pas, pour cette compétition, c'est, je dirais, le tour du monde en bateau. Vous n'avez pas autorisation à être assisté techniquement, médicalement, au cas où ça se fait. Vous êtes sorti du classement. Donc, c'est une compétition passionnante qui, bien sûr, vous l'avez dit, passe à nos antennes. Donc, nous invitons les téléspectateurs à suivre. À suivre ou à découvre. À découvrir, voilà, pour certains. Qui n'est pas, extrêmement connue. Eh bien, grâce à la 3, eh bien, vous pourrez découvrir cette belle compétition qu'est le Vendée Globe. Alors, c'est vrai qu'on se doutait quand même que cette étape du Pacifique serait quand même assez difficile, assez compliquée pour les skippers. Et effectivement, elle n'a pas été évidente. Elle a été difficile, notamment hier, je suivais un peu sur les réseaux sociaux, notamment François Gaba, un ancien champion au niveau du Vendée Globe qui craignait même pour ses skippers qui devraient traverser la tempête. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, on attend aussi la traversée pour les autres poursuivants, puisque les leaders sont passés. Il faut aussi voir les autres qui craignent, bien évidemment, cette tempête-là. Bon, demain, peut-être, on donnera d'autres informations concernant ceux qui ont pu traverser et puis peut-être ceux qui vont abandonner aussi. C'est ça. Non, on espère donner des bonnes nouvelles. Après 31 jours de course, il n'y a plus que 28 skippers dans la compétition. Ils étaient 33 au départ, il y a déjà 5 abandons. C'est vous dire à quel point cette compétition n'est pas du tout facile. Et là, l'entrée dans le Pacifique, on verra bien ce que ça va donner. Mais sur la course, il faut savoir que Charlie Dalin est toujours en tête. Il fait une superbe course depuis le début de la compétition. Il est suivi de Thomas Ruyant, qui est deuxième maintenant. Le troisième, c'est Louis Burton, qui lui était deuxième avant il a perdu la deuxième place au profit de Thomas. Donc ça veut dire qu'en ce moment, Thomas n'a plus droit à l'erreur. Et là, Burton revient en force dans la compétition. Bon, ça vous dit que le suspense est encore là. L'écart se resserre entre le deuxième et le troisième. Et Burton fait une belle course en ce moment. Bon, l'entrée dans le Pacifique, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, on n'est pas à l'abri des accidents et des risques parce que c'est une compétition mais extrêmement difficile. Les 28 qui sont encore en course ont du courage et du mérite. Il y a 5 qui sont déjà partis. Bon, attendre la suite de la compétition, mais j'avoue que ça, c'est un sacré défi. Et vraiment, ce sont des bons athlètes. D'accord, merci beaucoup. Allez, en football à présent, on commence avec les éliminatoires de la CAN 2021. La CAF amende la Gambie. La CAF s'est prononcée sur les incidents survenus à la veille du match Gambie-Gabon à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021. D'après le jury disciplinaire, la fédération gambienne n'a pas respecté les valeurs de loyauté, d'intégrité sportive et les règles du fair play concernant l'accueil de la délégation gabonaise. Elle a donc écopé d'une amende de 54 millions de francs CFA, dont 27 millions avec sursis. Oui, on s'attendait plus ou moins à une décision de la Confédération africaine de football au vu du grand tollé qu'a suscité ces images de joueurs internationaux gabonais couchés à même le sol du côté de l'aéroport de Banjul.
La CAF a mené toutes les investigations possibles pour essayer de situer les différentes responsabilités. Enfin, ces responsabilités-là ont été établies. La Gambie va tout simplement subir cette décision de la part de la Confédération africaine de football à travers cette sanction financière. Certaines voix s'étaient élevées pour espérer voir la rencontre donnée comme perdue aux Gambiens en faveur des Gabonais et voire même retirer les Gambiens de ces éliminatoires. Que non, la Confédération africaine de football a plutôt privilégié l'aspect sportif de cette compétition, tout en espérant que toutes les nations, tous les pays engagés dans la compétition CAF respecteraient d'ores et déjà et dorénavant toutes les dispositions mises en place pour l'accueil efficient des différentes délégations qui viendraient à évoluer sur le sol. Je pense que la CAF a été clémente face pour les Gambiens, parce qu'on aurait pu les suspendre complètement de la compétition. Bon, ils sont encore en cours, c'est une amende financière. Mais c'est Aubameyang qui s'était plaint. Et il avait dit à l'époque que ce traitement-là ressemblait au traitement des années 90 et que la Confédération africaine de football devrait prendre ses responsabilités. Eh bien, elle a pris ses responsabilités parce qu'elle a sanctionné, c'est vrai, les Gambiens, mais elle a sanctionné également Aubameyang lui-même, qui doit payer, la fédération doit payer 10 000 $, un peu plus de 5 millions de francs CFA pour attitude regrettable de la part du joueur. Donc, la CAF a vraiment frappé fort, j'ai envie de dire. Le Gabon est sanctionné, Aubameyang est sanctionné et c'est la fédération qui devait payer l'amende infligée à Pierre-Emerick Aubameyang qui avait eu des propos très très durs concernant cette situation et qui avait interpellé avec des mots durs la Confédération africaine de football. D'accord. Allez, on prend la direction de Barcelone. Maintenant, un candidat promet pizza et tatouage. Jordi Farré, c'est son nom, hein. Eh bien, il a officialisé sa candidature à la présidence du FC Barcelone, dont les élections auront lieu le 24 janvier 2021. Le Catalan de naissance doit désormais recueillir 2557 parrainages pour être présidentiable. Et pour ce faire, comme le rapporte Mundo Deportivo, Farré a promis d'offrir des pizzas de la meilleure pizzeria du monde. Ah oui, attention, c'est très important. Et des tatouages à l'écusson du Barça à tous ceux qui lui assureront une signature. Yellow. Oui, alors, tous les moyens sont bons moi, pour... des pizzas et puis bon, juste les pizzas, moi je signe. Hein. La meilleure pizzeria du monde quand même. Bah, il faudrait la connaître déjà. Alors, tous les moyens sont bons pour avoir les parrainages. L'élection à la FIF nous a donné un aperçu. Mais bref, Jordi Farré est un peu connu du grand public sportif européen. Il n'a pas de club, mais il a été à l'initiative de la censure contre Bartomeu. C'est lui qui a fait signer une pétition pour le départ de Bartomeu. Donc, il a au moins connaissance du club. Il a quelques réformes qu'il voudrait mettre en place. Des réformes aussi qui ne font pas tellement de consensus parce qu'il voudrait, lui, s'il arrive à la présidence du FC Barcelone, il voudrait libérer Lionel Messi s'il le veut. Par contre, Bartomeu ne voulait pas le faire. C'est un peu paradoxal pour un président de club qui veut libérer Messi s'il arrive. Mais bon, on attend ces parrainages, on espère que ces parrainages seront signés et puis on verra la suite. Voilà. 2557 parrainages. Attention à ce Jordi Farré. Il a été précandidat en 2015, mais il n'avait pas eu les voix nécessaires pour continuer. Là, il revient en 2020 et il est en plein lobbying auprès des socios pour avoir les parrainages. C'est un sacré client un peu remuant. Il faut savoir qu'il y a 8 candidats pour cette élection. Sur les 8 candidats, il y a Johan Laporta qui est bien connu parce qu'il a été dirigeant du club à une certaine époque. Et puis, il y a surtout Victor Font qui est le favori des médias. Mais on verra bien. L'élection, c'est le 24 janvier prochain. Et d'ailleurs, tous les candidats ont comme grand projet de campagne le maintien de Lionel Messi au sein du Barça. Sauf lui. Bon, est-ce qu'ils vont réussir? On ne sait pas, mais enfin bref, c'est une élection qui est attendue par beaucoup et on sera situé le 24 janvier prochain. D'accord. Allez, dernier titre de ce LGT News. On va parler de foot féminin et la fille à la manœuvre. L'association des footballeurs ivoiriens a organisé le samedi dernier un séminaire sur le football féminin, articulé autour du thème « Quelle stratégie pour un développement structurel et organisationnel du foot féminin ?» Cette initiative a pour but de contribuer à l'essor de la discipline et au bien-être des acteurs, dont les footballeuses, des représentants de la FIF, des dirigeants de clubs et d'autres acteurs du football ont apporté leur contribution à la réussite de ce séminaire. Notons qu'un livre blanc sera proposé au futur comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Alors, ce séminaire est le premier du genre organisé par la FIF. Jusque-là, il n'y avait pas de campagne d'adhésion au niveau du football féminin. Seules les internationales au nombre de 20 étaient enregistrées dans la base de données de la FIF, mais de façon gratuite. Alors, c'est à partir de cette saison-là
que la fille ira au contact des joueuses ou des footballeuses locales pour leur adhésion et cela se fera gratuitement. Pour les hommes, l'adhésion est payante. L'adhésion en Ligue 1, c'est de 10 000 francs pour la saison. La Ligue 2, c'est de 5 000 francs pour la saison. Mais pour cette saison, pour les filles, pour les joueuses du football local, l'adhésion est gratuite et c'est le cadeau que voudrait faire la fille envers les joueuses locales. Il faudrait signifier que la fille a été accompagnée par Mme Lucette, membre de la Commission fédérale du football féminin, qui est la représentante de Mme Ginette Ross, présidente du football féminin. Et elle a apprécié cette démarche-là. À cette réunion, 4 clubs ont participé, à savoir les 11 Sœurs de Gagnoa, les Amazones, le Stella et la Juventus. Donc, la fille se met au service du football féminin et c'est une action louable, bien évidemment, à saluer et à féliciter. Mais c'est vraiment une action louable et à féliciter. Un séminaire de réflexion pour le développement du football féminin, avec la présence de la fédération et des clubs, c'est vraiment ce qu'il nous faut parce que le football féminin en Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître, n'est pas logé à une très bonne enseigne. On le sait tous. Et là, l'initiative est très, très belle. Alors, qu'est-ce que j'ai pu entendre? On a réfléchi au niveau de l'organisation des clubs, l'identité juridique des clubs, les recherches de financement, etc., etc. On a identifié, exploré tous les canaux qui vont permettre de développer le football féminin. Mais ça, c'est très bien. Et je suis heureux de voir une telle initiative qui, à mon avis, devait se répéter un peu plus souvent par rapport au football féminin. Et là, on apprend que des résolutions seront produites un peu plus tard et qui seront mises à la disposition de tout le monde pour voir un peu qu'est-ce qui a été décidé. Et vraiment, félicitations à la fille. Ouais, c'est une belle initiative. Cyril Domoro, là, je le vois, je suis un peu surpris parce que ça me fait penser à la suspension de la FIFPro pendant le processus électoral. Bon, il est là, président de la FIF. C'est très bien, il faut continuer à réfléchir, continuer à plancher autour de notre football féminin qui en a vraiment besoin. Et on rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent gagner un super ballon ce soir. Comment? Eh bien, en allant tout simplement sur la page Facebook de la 3, en pronostiquant sur cette rencontre entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach. Et puis après, c'est super simple. Il faut inviter vos amis à liker votre commentaire. Et puis pour terminer, partagez la publication. Et si vous êtes le gagnant, eh bien, vous pourrez venir dès demain sur le plateau de la Grande Team en direct pour récupérer un superbe ballon. Et vous avez jusqu'à 21h pour jouer, encore 30 petites minutes, donc n'hésitez surtout pas. Et justement, hier, il y avait également des lots à gagner. Eh bien, c'est Bogi Yesso Séraphin qui va venir dans quelques instants récupérer un superbe maillot. Oui, et lui, il a le choix. Il choisira soit ce maillot, qui est le maillot, alors allez les gars, c'est le maillot de... Et qui a pris 3 buts. Pardon. Ah, voilà, je vais y arriver. C'est bon? Ouais, j'y suis. Le maillot qui a été battu. Oh, mais c'est pas grave. En tout cas, à tous les fans du FC Barcelone, eh ben voilà, on a un maillot officiel. Ou bien, ce maillot, c'est lui qui fera le choix. Voilà. Il choisira son maillot tout à l'heure. Il sera sur le plateau dans quelques minutes. Voilà. Allez, pour le moment, eh bien, on va passer au focus.